Chapitre 3. Émilie. Été 1940. Le cri strident de Lucie a déchiré les murs. « Papa !» L'escalier résonnait de pas précipités de gens. Mon corps refusait de bouger. Après quelques secondes enfin, j'ai réussi à poser le panier à l'âge au pied de la commode. La dernière fois que Joffre était rentré à la maison, c'était pour cette permission en décembre dernier. Il avait embrassé Lucie, mais c'est moi qui fixais par-dessus son épaule, de son œil. Je lisais son désir, son amour, son urgence, et cet œil-là avait dissous ma contrariété de savoir qu'il serait absent pour Noël. La dernière fois, nous étions encore pleins d'orgueil et de confiance et d'espoir. Nous étions invincibles. Comment peut-on se tromper à ce point? Je suis descendu à mon tour, expirant mon soulagement. J'avais eu si peur jusque-là, une peur secrète et corrosive qu'il soit mort abandonné dans un fossé. Parce qu'il ne pouvait être en fuite comme ces pleutres croisés sur la route de l'Exode. Il combattait forcément sur le front lorsque le maréchal avait capitulé. Lucie était blottie contre lui. Il avait passé son bras gauche autour des épaules de Jean et il n'y avait plus un son dans la maison. Plus un mouvement. Son regard a croisé le mien, funèbre, glacé. Sa tête était légèrement inclinée et aussitôt, j'ai vu l'invincible. Ce qu'il portait de honte et de déshonneur, il était vivant, oui, mais tout ce que nous avions connu de joie et de soif de vivre était mort avec la capitulation. Je n'ai pas été surprise. J'éprouvais moi aussi ce sentiment de honte depuis ce jour honni où le maréchal avait demandé l'armistice. Nous n'étions pas que fuite, tête basse, renoncement, sur le chemin de retour. J'avais observé, en ravalant des larmes de rage, les traces de nos lâchetés collectives. Les autos abandonnées sur le bas-côté, par leurs propriétaires, en panne de carburant, les valises de draps, de vêtements et des objets de toutes sortes, dont s'étaient délestés les pitons rompus, les vaches meuglantes de douleur au bord des clôtures. Faute d'avoir des trains depuis plusieurs jours, certes, mortes, le ventre gonflé, les cheveux affalés, cherchant à boire sous le soleil pesant, à chaque arrêt. D'autres voyageurs descendus, d'autres camions s'enquéraient, fièvrement, de cousins, collègues, parents, tant de fuyards avaient péri d'épuisement avant d'être dépouillés de leurs biens et de leurs pièces d'identité. Non seulement l'ennemi nous avait jetés hors de chez nous, mais ils avaient aussi ouvert la trace aux pillards, sur la route comme au cœur des cités, et nous avions laissé faire. Honte, honte, honte. La ville puait lorsqu'elle nous y sommes entrés. Parmi les premiers, de honte et de saleté. Les viandes en décomposition, les ordures annoncelées, chauffées à blanc, soulevaient nos cœurs exténués. Marline avait vomi plusieurs fois dans les bras de Muguette, qui avait déchiré le bas de sa robe pour lui essuyer la bouche. Ma sœur, pourtant, était heureuse. Elle le cachait du mieux qu'elle pouvait. Il lui était impossible d'étaler sa joie de rentrer chez elle. Pas dans cette circonstance, et peut-être juste, j'étais sûre qu'elle avait été assommée, elle aussi, par notre défaite. Mais en ce domaine, comme dans les autres, nous n'avions pas eu les mêmes priorités. Elle avait eu si peur pour ses enfants. Pour elle aussi, avec raison sans doute. Ils n'auraient pas tenu bien longtemps s'ils avaient fallu reprendre notre route de ventre vide, de gorge sèche, de pieds meurtris. Ces trois brins d'herbe, folles et tendres, aussi fragiles que Jean et Lucie, et moi étions solides et durs à la peine. Lorsqu'à l'arrivée du bac, les soldats allemands nous avaient pris la main pour nous aider à descendre, offrant des pierres de sucre aux enfants. Le visage de Muguette s'était brusquement détendu, comme si ses derniers doutes s'envolaient.
Les barbares ne semblaient pas prêts à nous assassiner. C'était donc que la situation était acceptable et que l'on pouvait souffler. Je savais, moi, que c'était inattendu, n'était que leur une tactique pour mieux nous endormir, et ils pouvaient bien essayer. Les Boches, je n'étais pas prêt de fermer l'œil, mais je n'ai rien dit. Elle n'était plus capable de m'entendre. Nous avons pénétré une ville désertée, dévastée, des immeubles éventrés, des maisons détruites, pas par l'ennemi, non, par notre propre armée. La débâcle avait emporté avec elle ce qui restait de bon. Sans à nos chefs de guerre, quant à nos alliés, ils étaient dérobés sans le moindre remords. Nous avions croisé dans un silence mortuaire des colonnes de véhicules abandonnés, half-track, berlines et camions, trains de roues fraçonnés, pneus crevés. Nous avons enjambé les caisses de munitions, des uniformes, laissés en hâte de calots piétinés. Des cartouchières encore pleines et même des boîtes de cornets de bif que Jean prévoyait ramasser en dissimulant dans son sac. Je pensais, voilà ce qu'il restait de l'arrogance anglaise. Voilà ce qu'il restait de notre défense. J'avais honte. Si ça se trouve, les prisonniers sont entrés. Rêvait Muguette. Puisque les Boches ont gagné, plus d'armée, plus de soldats et plus de prisonniers. Elle ne citait pas Joffre, mais sa phrase m'était également destinée. Elle cherchait à réconforter loin d'imaginer combien ces mots m'étaient douloureux. Plus d'armée, la déroule, le sentiment d'échec. Comment survivrait Joffre s'il n'était pas mort au combat? Une semaine plus tard, la poussière blanche des gravats crissait encore sous nos pas, comme une insupportable neige tombée en plein été. Tracé à la craie, le mot Juden apparaissait là et là, sur des portes, sans que je puisse en comprendre la motif. Il y avait très peu de juifs au Havre, et à ma connaissance, il ne suscitait aucun problème, ni aucune controverse. Des pancartes portant les mentions Das Haus ist Giroud florissaient sur les façades, accrochées par des habitants craignant de voir les maisons réquisitionnées. Que pensait Joffre en découvrant cet affligeant spectacle? Cette ville qui n'était plus la nôtre, lorsqu'il apprendrait de quelle manière notre mère avait la belle administration, et comment deux militaires allemands, venus seuls en éclaireur dans un sidecar, avaient pris possession du Havre. Il leur avait suffi d'être deux. Ils étaient, paraît-il, vexés de ne trouver personne à l'hôtel de ville. Des seconds couteaux, en quelque sorte. Il n'empêche que l'adjoint Risson, lui, n'avait pas d'étalé comme un lapin. Il était à son poste. Et quoi qu'on pense de ce titre de maire qui lui a été accordé par défaut, sur le champ, maire sous contrôle, soumis à l'envahisseur. Je lui reconnaissais ce courage. L'école est dans son enceinte. Notre maison était intacte, mais une bombe ou on ne sait quel autre projectile avait touché le toit de l'immeuble de Muguette. Une vaste trou laissait s'engouffrer le vent et la pluie. Les locataires du dernier étage avaient disparu et les murs de l'appartement de ma sœur, situé juste au-dessous, suitaient d'humidité. Les premiers jours, à notre arrivée, je l'avais persuadée de se réfugier chez nous, avec les enfants, en attendant qu'un couvreur répare les dégâts. Mais il n'y avait ni couvreur, ni vitrier pour soigner la ville blessée. La plupart des abrais étaient encore sur les routes. Les ouvriers, comme les familles, redoutant de retrouver les bombardements, Muguette était donc rentrée chez elle, contre mon avis. Elle tenait à ses repères, assurait-elle, et puis, il n'était pas bien loin. Une poignée de mètres, si nécessaire, il reviendrait.
La vérité, c'est qu'elle était réellement convaincue que Louis réapparaîtrait d'un jour à l'autre, libre, et ne voulait pas rater son retour. Elle pensait avec naïveté qu'entretenir les prisonniers coûterait trop cher aux Boches, sans voir qu'au contraire, il constituait une main-d'œuvre à la fois soumise et gratuite. Dès son départ, j'avais entamé un vaste nettoyage de notre maison et de l'école, où la poussière s'était insinuée, en notre absence, dans chaque recoin de placard, sur chaque bordure de fenêtre. Lorsque Joffre reviendrait, il ne tolérait pas le moindre trace de saleté. Peu importe si la classe ne reprendrait pas avant longtemps, puisque nous étions désormais en période de vacances. Mon mari rappelait souvent que c'était justement lorsque rien ne nous y oblige que nous devions être les plus exigeants envers nous-mêmes, et j'étais d'abord avec lui sur cela comme sur le reste. 10 fois dans la journée, j'ai remercié Dieu de nous avoir unis. De plus loin que je me souviens, j'avais éprouvé pour Joffre une brûlante admiration. Son honnêteté et sa droiture, sa force étaient déjà visibles, alors qu'il n'était qu'un enfant. Lorsqu'il était parti naviguer, bien que je n'aie que 8 ans, je me souviens d'avoir pensé, rêveuse, ce que ce garçon-là n'aurait jamais peur de rien, et que rien ne pourrait jamais l'arrêter. Ses voyages étaient interminables. Il disparaissait des semaines, parfois des mois, puis réapparaissait un beau matin. Et dans la rue, les filles devenues grandes chuchotaient en se bouclant les cheveux et se tirant sur leurs jupes. Joffre est de retour. Beaucoup étaient amoureuses. Je ne l'étais pas, mais ce que je ressentais était bien plus puissant et durable. L'amour est né ensuite, le grand amour, le cœur battant, les frémissements des peaux après qu'il m'a épousée, après qu'il est légitimement devenu mon mari, mon homme, mon monde, mais cela, je l'ai gardé pour nous. Joffre disait que l'on ne doit pas exposer ses sentiments ni ses désirs, que seuls les faibles se l'autorisent et que cela les rend plus faibles encore. Sur ce point aussi, j'étais parfaitement d'accord. Il n'était que de voir Muguette. Dieu sait combien je l'adorais, combien je l'ai toujours agi dans le souci de la protéger, car à part moi, qui l'aurait fait? Frivole, insouciante, extravertie, autant qu'elle était curieuse, gaie et généreuse, mais surtout si vulnérable, sans la moindre défense, montrant tout d'elle à qui voulait. Elle vivait sans interroger, semblait se nourrit de baisers, de câlins et de chansons, prétendait que penser à demain nuit au plaisir de vivre aujourd'hui, et que s'adurcir ne sert qu'à mourir avant l'heure. Cela semblait lui réussir, il me fallait l'admettre au moins, jusqu'à que ce maudit exode, elle semblait heureuse et épanouie, même depuis que Louis avait pris ses distances à la naissance de Merline. La présence des enfants, qui avaient hérité sa nature légère et joyeuse, comblait auparavant les absences et le peu consistance de leur père. Souvent, je me mordais les lèvres pour me retenir de lui montrer combien son attitude était dangereuse. Une posture tenable seulement lorsqu'on est porté à bout de bras et que les solutions vous arrivent avant même que le problème se soit posé. En d'autres termes, lorsque l'on dispose d'une sœur plus raisonnable, en rempart, que deviendrait-elle sans moi? Cette fois, depuis notre départ précipité, je l'avais observée, prête à fléchir, à s'écrouler, comme un fort maladroit qui est nécessaire de guider pas à pas. Je ne lui en voulais pas. Nous étions faits ainsi l'une et l'autre. Nous n'avions pas choisi ce que nous étions, et les circonstances dans lesquelles nous avions grandi. J'avais fait de mon mieux pour assumer mon rôle d'aîné. J'avais donné à Muguette l'éducation dont nos origines et la défaillance de notre mère nous avaient privés, lui enseignant lecture et grammaire pendant la Grande Guerre, lui offrant ses premiers romans
Elle l'avait récompensée en étant studieuse et en supportant sans protester mes remontrances. Combien de fois l'avais-je reprise sur sa manière de s'exprimer? Petite, elle prétendait que cela n'avait aucune importance. Nous n'étions pas, disait-elle, de ce bourgeois qui empoulent leurs phrases pour afficher leur supériorité. Il n'empêche, lorsque je lui ai trouvé ses emplois au printemps, elle était montrée bien contente de pouvoir donner la réplique aux dames et à la bonne société havraise. Aujourd'hui, encore dans le quartier Sainte-Marie, on m'appelait l'institutrice et Joffre le mandarin. C'était envoyé comme une moquerie lorsque nous avions le dos tourné. S'ils avaient su, les persifleurs, de quelle manière ces sabriques résonnaient à nos oreilles, combien Joffre, dont l'encyclopédie était le livre de chevet, aurait aimé étudier plus longtemps, combien j'aurais rêvé me présenter au concours de l'école normale primaire. Lorsque cet emploi de concierge de l'école s'était présenté, je l'avais reçu comme une bénédiction, répondant à mes nombreuses prières. J'avais supporté les critiques de Muguet et celles de mes collègues, concernés de me voir quitter le printemps. « Tu ne vas pas tout de même pas faire la boniche ?» m'avait lancé l'une d'elles, « maintenant que tu es quelqu'un. » Il fallait bien être sotte pour penser de cette manière, mais je n'avais pas cherché à m'expliquer, sauf auprès de Monsieur Hay, le directeur du magasin que je respectais. Plus encore que mon défunt père, pour la passion qu'il vouait aux beaux livres. Monsieur Hay m'avait surprise un jour, devant la grille du printemps, attendant l'ouverture plongée dans le Père Goriot, et nous avions échangé sur Honoré de Balzac, dont j'appréciais tant le style. Il avait été très étonné de découvrir mon goût pour la lecture. Je l'avais été presque autant d'apprendre qu'au dernier étage du magasin où se trouvait son appartement, il entretenait une collection d'ouvrages anciens de grande valeur, et ses aveux bien innocents nous avaient en quelque sorte liés. Monsieur Huet avait sincèrement regretté mon départ, car avait-il commenté en présence des collègues, tandis que je luttais âprement pour dissimuler mon émotion et ma fierté, les employés d'une telle loyauté et d'une telle rigueur sont plus rares qu'une édition originale des Maximes de la Rochefoucauld. Une allusion que moi seul pouvais comprendre. Monsieur Huet m'ayant raconté qu'il avait échoué à remporter lors d'une enchère cet exemplaire tant désiré. Il avait dû se contenter de la 6e édition, datée de 1688. Certes dans un parfait état et absolument introuvable, elle aussi, mais qui lui rappelait à chaque instant sa défaite. Monsieur Huet savait mon choix guidé par des considérations personnelles et familiales. Élever mes enfants au sein de l'école était une chance unique, pour eux comme pour moi, mais c'était aussi le moyen de nous réunir et de ramener Joffre sur la terre ferme. Depuis la naissance de Jean, et plus encore depuis celle de Lucie, je souffrais de ses absences, plus que je ne l'avais imaginé. J'avais beaucoup compensé en lisant, en cuisinant, en briquant la maison. Le manque en faisant cruel, sans compter à chacun de ses retours. Je devais encore partager mon mari avec une camarade Thuriot, bien que l'on soit sur le pont l'un de l'autre. Dans les cuisines, une amitié indéfectible avait soudé ces deux-là. Dès leur première traversée, je n'aurais pas vu d'inconvénient si Thuriot m'avait laissé profiter en paix de mon mari, entre deux voyages. Mais une fois débarqués, ils n'avaient de cesse de se revoir ensemble. Ils débattaient sans fin de l'état des navires, des lignes empruntées, de l'organisation à bord et de ceux qui les commandèrent, mais aussi de boxe et surtout de politique. Thuriot était communiste, comme Joffre,
du moins jusqu'à l'été dernier, parce que après l'approbation du pacte germano-soviétique par le parti, j'avais senti mollir leurs convictions, et j'en venais à éprouver une sorte de jalousie embarrassante. Aussi cette proposition m'était apparue comme un don du ciel. Il fallait absolument un couple pour la poste. Un couple de confiance, avait précisé l'adjoint, qui avait aussitôt pensé à nous. Il y avait en tant que mort dans nos familles, après le grand carnage que nous figurions en bonne place parmi ceux dont le mairie, au nom de la patrie, se sentait un peu responsable. Jean avait 4 ans et demi, Lucie 3. J'avais exposé à Joffre qu'il ne pourrait grandir mieux qu'au sein de même de l'école. Sous l'œil attentif d'un père vénérant, l'instruction. Les enfants, c'était un motif réel, mais secondaire bien sûr. La pudeur m'interdisait d'ajouter la véritable raison, le désir devenu irrépressible, le ventre ténaillé, la nécessité désormais de sentir cet homme à aucun autre près de moi. En moi une nécessité vitale, permanente, physiologique. Oh, comme j'aimais ce mot qui mélangeait amour physique et amour logique. Et cet amour-là, ce besoin impossible à combler, mon mari a partagé la brûlure, je le lisais dans ses yeux. Dans la lenteur de son geste, lorsqu'il s'arrachait à moi, pour reprendre la mer, alors je savais qu'il l'irait à son tour dans les miens. De fait, il n'avait pas été difficile à convaincre. Si j'avais parfois vu plus tard son visage s'assombrir lorsque nous nous promenions sur les quais du départ, il avait rapidement pris possession de l'école, exerçant ses talents de chef cuisinier, c'est-à-dire à la fois de chef et de cuisinier. Dans les couloirs, comme dans la salle de cantine, les fillettes filaient droit, mais avec bonheur, car le délice d'un repas mitonné par ses soins valait bien une discipline de fer. Quant aux maîtresses, elles le regardaient avec une admiration confinant et la fascination. Il fallait les voir battre des paupières lorsqu'ils portaient les sacs de charbon, son tablier soulignant sa musculature, ou lorsqu'ils préparaient la soupe en hiver. Le matin sûr et précise, ses couteaux alignés, les bilots impeccables, nettoyés entre chaque manœuvre, et qu'elle l'interrompait, sous un quelconque prétexte. Je n'étais ni dupe, ni inquiète. Elles avaient beau être plus coquettes et souvent plus jolies, Joffre m'avait choisi, et cela pour toujours. Il n'était pas de ces coureurs de jupons, comme Louis, n'en déplaisait à Muguette. Et il serait mort plutôt que de trahir son engagement. Chaque soir, il se glissait dans le lit, après avoir fermé soigneusement la porte, et redressé les oreillers. Je posais ma tête sur son épaule, puisqu'à cet endroit invisible pour tous, les autres naissaient le sentiment de sécurité qui m'avait tant fait défaut autrefois. Et alors, nous déversions notre amour avec la rage fiévreuse que seule permet la véritable intimité. Il n'avait pas encore franchi le seuil, comme s'il hésitait encore. J'ai soudain compris que c'étaient les enfants qui seraient contre lui, et non l'inverse. Il avait l'allure d'un pantin, dont on dispose des articulations à volonté, les bras inertes, le front amer. Après un long moment, Lucie et Jean se sont détachés de leur père, puis reculés avec lenteur, ressentant déjà ce que ce retour annonçait de temps obscur et triste. Je me suis avancé et lui a ôté sa vareuse avec délicatesse. Enfin, il est entré. Il a agité la main sans même regarder les enfants, pour leur signifier qu'ils devaient s'éclipser. Ce qu'ils ont fait aussitôt, peinant à réprimer leur déception, puis il s'est tourné vers moi, a soupiré profondément, et dans ce soupir, j'ai entendu ce qu'il ne disait pas, sa colère, sa déchirure aussi, car le patriote qui était ne pouvait accepter la reddition du maréchal.
Mais l'homme droit et honnête se souvenait forcément, tout comme moi, du héros de la Grande Guerre. J'ai entendu son malheur et son accablement, et mon cœur s'est recroquevillé sans bruit dans ma poitrine. Je n'ai fait aucun commentaire, aucune allusion. Je ne lui ai pas demandé où il avait combattu, ni ce qui était devenu son régiment. D'ailleurs, je ne lui ai posé aucune question. Je n'ai pas non plus décrit les conditions de la collaboration longue exposée à la fin juin dans le petit Havre désormais, sous contrôle ennemi, et leur caractère aussi paradoxal qu'angoissant. La radio est libre, mais il est interdit d'émettre ou de propager de fausses nouvelles. La circulation en automobile est interdite, sauf à toute voiture servant la reprise économique. Je n'ai pas mentionné l'état de la ville et les premières traces de l'asservissement, les panneaux indicateurs rédigés en allemand, le changement d'heure imposé. Quelle idée stupide d'avoir avancé l'horloge d'une heure. Les Boches, de plus en plus nombreux, à quadriller les rues, beauté et en musique, Haïdi, Haïdo, Haïda. Leurs maudits marques en circulation et les prix qui flambaient, malgré les consignes du maire. Les filles de nécessiteux aux portes des restaurants de la soupe populaire, tandis que l'occupant se gavait de notre charcuterie et vidait nos meilleures caves. Il découvrirait cela bien assez tôt. J'ai déplié une serviette et chauffé la bassine, et il a fait sa toilette, enfilé des habits propres, puis a brûlé ce qui restait de son uniforme, et touillant l'âtre pour vérifier qu'il ne restait plus que des cendres, il a fait le tour de l'école, inspectant chaque couloir, chaque pièce, et il s'est rendu à la cave et a vérifié le stock de charbon. De retour dans la cuisine, il a sorti ses couteaux, les a affûtés un par un et appelé des pommes de terre. Il n'avait toujours pas prononcé un mot. Les jours qui ont suivi, il a reproduit les mêmes gestes, toujours en silence, et les enfants et moi avions compris que cela ne changerait plus. Il était devenu muet, comme Marline. Enfin, pas tout à fait, car il parlait lorsque son devoir l'y contraignait. Par exemple, lorsque le directeur de retour d'Exode était venu le saluer et l'informer des consignes pour l'été, en fait, d'information, rien n'était prévu, ni pour l'été, ni pour la rentrée. Nous devions nous tenir prêts à tous les ordres. Toutes les éventualités avait-il expliqué. Reprendre la classe, ou bien voir les bâtiments réquisitionnés, puisque c'était déjà le cas de plusieurs écoles dans la ville. Comme il retrouvait mécaniquement l'usage de la parole, Joffre avait changé ce jour-là. Des propos polis avec Monsieur Vévet, il avait hoché le menton lorsque le directeur avait répété en partant. C'est bien malheureux, tout ça. Puis, il avait serré la main et en retourné à sa cuisine. Le dîner s'était déroulé comme tous les précédents, dans un silence éprouvant. Tandis que les cuillères raclèrent le fond de nos assiettes, je songeais à Muguette qui autorisait ses enfants à parler à table et que j'avais critiqué, persuadé qu'ils seraient incapables de respecter leur aîné s'ils n'apprenaient pas d'abord à les écouter. Je comprenais subitement qu'il s'agissait d'autre chose d'autoriser la vie à circuler. Mais il était trop tard pour modifier les règles, et puis sans doute était-ce justement ce que Joffre recherchait, en se taisant ainsi. Nous signifiait que nous étions morts, tous morts sur le champ de bataille, quoi qu'il en disent les apparences. Chaque jour, vers midi, installé dans son fauteuil, le corps raide, il se plongeait dans les pages d'annonces du journal. Les adresses ont prié de déclarer les stocks d'essence supérieurs à 25 litres. Les boulangers sont autorisés à se ravitailler en bois dans les décombres de la ville. 17 pilleurs, jugés aujourd'hui, et dans les
innombrables avis de recherche, offrant des récompenses à qui reporterait telle ou telle voiture disparue, devant l'embarcadère du Aude, de Berville et de Quillybeuf. Telle ou telle valise, bicyclette ou pompe à huile, empruntée dans un fossé ou une arrière-boutique. Lorsqu'il avait achevé sa lecture, interlisant d'un geste sans appel, que nous avons l'accompagnions, il se rendait sur le port et parcourait longuement les quais, auxquels étaient autrefois amarrés l'Île-de-France et la Normandie. Et moi, qui n'avais jamais faibli devant la menace de ce danger, jamais douté de la force intérieure de mon mari, j'avais si peur soudain qu'il se jette dans l'eau sale, que son corps rejoigne le cloaque des débris flottants de notre déshonneur, que la plupart du temps, je me cachais pour le suivre tremblant qu'il me découvre. Mais il ne sautait pas, non. Il rentrait d'un pas régulier. Je me hâtais d'atteindre la grille avant lui, et nous apprenions nos activités quotidiennes d'entretien de l'école. Si souvent répétées qu'à dire vrai, nous n'avions plus aucun besoin d'échanger un mot. Le dimanche, je retrouvais Muguette. Nous déambulions ensemble avec les enfants à travers les rues. Mais c'était une errance, plus qu'une promenade. Muguette changeait une vue d'œil. Son euphorie et sa gaieté, que j'avais cru longtemps inoxydable, s'estompaient chaque jour. Un peu plus. Elle s'ennuyait en attendant la réouverture du printemps et désespérait de recevoir de nouvelles de Louis. Le service postal étant interrompu jusqu'à nouvel ordre. Nous étions tous atteints, même Lucie et Joseph. Il faut dire que la disparition de Mouque, que nous avions cherché en vain durant des semaines, hantait les enfants. Depuis qu'une rumeur courait affirmant que les Boches détestaient les chats et qu'ils s'entraînaient à tirer sur ceux qu'ils croisaient, de tous Jean était le seul qui continuait à faire preuve d'énergie. Il écumait les parcs de véhicules et de matériel abandonnés par les Anglais à la recherche de quelques objets utiles, heureux de rapporter ici un blouson de drap ou là un paquet de Croven ou de Players qu'il échangerait ensuite, car le rationnement avait commencé. Le port marchand, le rail, la navigation fluviale, tout était désormais à l'arrêt. Des légumes et des produits fermiers arrivaient des environs jusqu'aux halles. Mais pour la viande, il fallait faire la queue au centre de la rue de la Comédie, où parfois les Boches venaient nous photographier, nous affligeant une humiliation supplémentaire. Par précaution, j'y envoyais Jean vers 7 heures, mais il y avait toujours une centaine de personnes devant lui, à croire que ces gens passaient la nuit sur le trottoir, ou se relayaient en famille. Alors, s'il réussissait à troquer les cigarettes contre une place plus haut dans la file, il revenait avec le sentiment d'avoir remporté une bataille. L'espace d'un instant, j'apercevais mon fils, la détermination de son père, et cela me réconfortait. Mais aussitôt après cette pire, je mesurais en miroir la désaffection de Joffre, l'ampleur de son abattement, et il fallait affronter cette idée terrible. L'amour qui me portait, mon mari, n'était pas suffisant pour le tenir debout. Si même cet amour existait encore. Le soir, nous dormions dos à dos, et nous qui nous couchions autrefois enlacés, les doigts et les jambes entrecroisés, et si nos peaux se frôlaient, ils se reculaient vivement, comme brûlés, me détruisant à chaque fois un peu plus. Notre famille sombrait dans la défaite et j'étais impuissante. C'était une chose de lutter contre une ennemie, contre les circonstances. C'en était une autre de s'adapter au vide. Nous étions perdus, désœuvrés dans l'attente d'une hypothétique retournement, sans le moindre but, sans espoir d'avenir.
seulement occupé à observer les mouvements réguliers des habitants qui rentraient, 5 à 6 000 par jour, le regard las et sombre, changés de leur propre exode et de leur propre drame, de ce même sentiment, flou de lâcheté, et pour beaucoup d'entre eux, à l'image de Marline et de Joffre, incapable même de prononcer une parole. Je savais bien sûr que la vie était pleine de surprises et de retournements. C'était l'une des enseignements de la grande boucherie. J'aurais dû trouver en moi le courage, le muscle nécessaire pour patienter et nous relever tous. Mais je découvrais au contraire que j'étais moins armé que je me l'étais figuré. Je me contentais de prier sans relâche et chaque dimanche. J'attendais que Joffre soit occupé dans les couloirs de l'école pour me précipiter à Sainte-Marie, où je retrouvais Muguette. Ensemble, nous allumions des cierges. Nos quelques sous allaient aux réparations, des vitraux, mais nos suppliques, elles, allaient à nos maris, et je répétais fébrilement les derniers mots d'une prière à l'usage de soldats, couchus autrefois à l'insu de Joffre, dans la doublure de sa vareuse. Seigneur, je ne vois même pas le ciel s'étoiler. J'ai peur d'être saisi d'angoisse. Il me faut toute ma force et tout mon calme. N'êtes-vous plus dans les ténèbres avec nous? Comment pouvais-je autant douter, montrer si peu de foi devant l'épreuve? Le premier signe m'a été envoyé 10 jours après le retour de Joffre. Je m'apprêtais à tourner la clé, ce soir-là, lorsqu'un miaulement singulier a résonné de l'autre côté de la grille. La fourrure poisseuse, la queue raccourcie, une oreille abîmée, mais enfin mouque. La semaine précédente, la mairie, sans que l'on sache si c'était lié au Boche, avait publié très officiellement l'ordre d'abattre les chiens et les chats errants et de brûler aussitôt leurs cadavres. Depuis, je tentais d'admettre que nous ne le reverrions pas. Le chagrin de Lucie, qui n'y avait plus fait allusion depuis que j'avais refusé de l'emmener en exode, mais qui ne passait longueur à scruter les trottoirs depuis notre retour, avait ajouté à mon fardeau. Comment avait survécu Mouk entre les jeux cruels des soldats et les injonctions de la ville? L'absence de nourriture, si ce n'était pas un miracle. J'ai à peine eu le temps de pousser la porte qu'il s'est faufilé entre mes jambes pour se précipiter dans la cuisine où se trouvaient les enfants. Tous deux ont hurlé de joie, un cri que je n'avais plus entendu depuis si longtemps qu'il m'a traversé le corps. D'un frisson extatique, Joffre s'est retourné à considérer Mouk, le sourcil froncé. J'ai lu dans ses yeux la contrariété. Il faudrait nourrir le chat alors que nous commencions à manquer nous-mêmes, mais étrangement, et pour la première fois depuis la naissance de Jean, l'émotion de mes enfants l'emportait soudain. Dans mon cœur, sur celle de leur père, sans doute, avais-je besoin de partager cette joie-là, de respirer à mon tour, de croire à nouveau que la vie pouvait apporter de bonnes nouvelles et de bonnes surprises à offrir de l'espoir. J'ai faim de rien remarquer. J'ai serré les enfants contre moi et ensemble, nous avons savouré l'instant. Le deuxième signe est arrivé peu après. Je m'étais rendu aux Halles pour y trouver des œufs, en vain, une réquisition ayant vidé les étals. Je m'apprêtais à repartir déçu lorsqu'une femme près de moi a murmuré qu'il y a profil, les chleux, bientôt le général leur bottera le cul. J'ai demandé pourquoi était-elle avertie d'une manœuvre militaire et de quel général s'agissait-il. Elle a répondu que le 18 juin dernier, tandis que la plupart d'entre nous se débattaient encore sur les routes, le général de Gaulle, qui était pourtant un membre du gouvernement, avait pris ses distances avec le maréchal et lance un appel radiophonique depuis Londres. Un appel à le rejoindre
et à résister. Il avait annoncé que des forces immenses n'avaient pas encore donné. C'étaient ces mots, des forces, qui s'apprêtaient à écraser l'ennemi. La femme a ajouté en baissant la voix que les bonnes volontés se concertaient et nous devions nous montrer confiantes. Tous les Havrais ne sont pas des lâches. Elle faisait allusion à notre ancien maire, Meyer, qui avait réapparu en ville à la fin du mois de juin. Et une fois informé qu'il était remplacé, s'était empressé de fuir vers la France non occupée, abandonnant encore ses anciens administrés. Je suis rentré bouleversé, tiraillé entre l'excitation, quelque chose de grand pouvait encore se produire, tout n'avait pas capitulé. À l'appréhension que Joffre, apprenant à son tour l'existence d'une France combative et résistante, ne décide d'embarquer aussitôt pour l'Angleterre. Embarquer, cette seule idée de monter à bord et de retrouver la mer pouvait me l'arracher. J'en étais sûr. Or, ça, je refusais de l'envisager. Il fallait d'abord nous réparer, nous retrouver, calmer ma douleur, compenser l'absence de corps et d'esprit, combler le vide. Après une longue réflexion, j'ai décidé de ne pas évoquer ma rencontre, au moins le temps qu'il demeurait silencieux. Mais dès ce moment, j'ai observé attentivement ce que je croisais, cherchant à déceler les bonnes volontés, sans autre objectif que de me sentir moi seul puisque Muguet détestait parler politique ou stratégique militaire. Et si au passage d'un régiment allemand, un homme crachait discrètement, j'aimerais lire dans son regard un appui, une étincelle qui signifiait « Vous êtes, n'est-ce pas ?» Les jours se sont enchaînés aux jours pour ajouter à la souffrance et à l'enfermement de Joffre. L'Orcaf-Mandatour avait publié un avis interdisant l'accès au port. Aussitôt, il avait cessé ses promenades, limitant ses déplacements aux approvisionnements et s'était assombri encore un peu plus. Cette régression m'a plongé dans le doute. J'ai pensé qu'il était peut-être temps d'être moins égoïste et de museler ma peur et de le voir repartir et lui raconter ce que j'avais découvert. Les débuts de la résistance. Cela pourrait le tirer de son abattement, et après tout, me répétais-je. Pour me rassurer, rien ne prouvait qu'il décide de s'enfuir. Le fait qu'il me manifestait plus son amour ne signifiait pas forcément qu'il n'en éprouvait plus. J'ai multiplié mes prières, et un troisième signe m'a été offert. Thurio a surgi, un soir, dans l'encadrement de la porte, sa silhouette trapue, de lutteur, reconnaissable entre tous. J'ai eu un mouvement de joie qui l'a presque surpris. Il faut dire que je m'étais toujours montré réservé avec lui. Mais cette fois, j'étais sincèrement soulagé de le voir. Il était le symbole de notre vie précédente, la vie d'avant la guerre. Il portait en lui tant de souvenirs heureux. Pour Joffre, peut-être serait-il la clé de sa résurrection. J'ai crié à Jean d'aller chercher son père. Le visage de mon fils s'est éclairé, et il connaissait ce lien qui unissait Joffre à Thurio. Il était soudain plein d'espoir à son tour. Car ce silence, cette ombre, ce gouffre, Lucie et lui en souffraient également, même s'ils n'en s'en plaignaient pas. Considérant qu'il était déjà assez chanceux d'avoir leur père près d'eux, plutôt que mort ou prisonnier, et surtout conscient que de nous trois, j'étais le plus éprouvé. Souvent, je surprenais leur regard, désolé, désemparé, lorsque je m'efforçais dans la tristesse, et je me sentais misérable et trahi. Ainsi, mes principes en exposant l'étendue de ma blessure, je pensais, ma pauvre fille, tu ne veux pas mieux que la propre mère, et ta manière, tu abandonnes tes enfants à leur sort. Comment attendre qu'ils soient forts si tu ne les aides pas soi-même? Jean est rué vers la
le réfectoire où Joffre nettoyait les fourneaux. Malgré l'heure avancée et l'instant d'après, il était là. L'expression de Joffre, subitement transformée, Thurio s'est avancé vers lui, a ouvert grand ses bras, et ils se sont serrés l'un contre l'autre. Mon frère, a murmuré Thurio. Mon frère, a répété Joffre. À ces deux mots-là, m'ont soulagé, autant qu'ils m'ont assommé. Il se serrait, oui, Joffre, s'appuyant sur l'épaule de Thurio. J'ai même vu sa poitrine se soulever, la preuve que mon mari respirait de nouveau. Ils se sont installés dans la cuisine, j'ai fait chauffer la soupe, et Joffre est allé chercher une bouteille de vin. Tandis que je montais plier les draps, j'ai entendu le son régulier de leurs deux voix. Lucie et Jean m'avaient suivi sans bruit à l'étage. Nous nous sommes pris la main et nous avons fermé les yeux pour sentir la vie circuler. La chaleur dans nos paumes, dans nos cœurs, et nous sommes demeurés là, sur le palier, une éternité, tendant l'oreille, craignant de briser cet invisible équilibre, puis comprenant enfin que cela n'arriverait pas. Nous nous sommes longuement embrassés. Joffre s'était ranimé au moment même où la guerre se faisait de nouveau, dévorant, après un court répit, dû à la débâcle générale. Les contingents ennemis se déversaient dans les rues, et les bombardements avaient repris. Quelques irréguliers cette fois, cependant, c'étaient les Anglais qui larguaient leurs bombes. Et maladroitement, depuis 5 ou 6 mois, 1000 mètres, à croire qu'ils ne se souciaient pas des dégâts parmi les civils. Les Boches n'étaient pas en reste, annonçant fin juillet qu'ils avaient déjà coulé 11 navires et abattu des dizaines d'avions alliés, permettant à l'apocalypse à Londres. Mais puisque Joffre parlait, lentement, la ville commençait à se réorganiser. Les restaurants étaient de nouveau fréquentés. Malgré la réglementation qui interdisait de servir plus de 150 grammes de viande par plat et par personne, ou encore obligeait les clients à des calculs savants, au fromage et un entremets ou un entremets et des fruits, ou un fromage ou une pâtisserie, un potage ou des huîtres, ou une liste sans fin de choix carnéliens. Et même si nous n'étions pas intéressés, nous n'avions pas d'argent à dépenser au restaurant. Et avec 3 fois rien, Joffre cuisinait des merveilleux bien plus rassasiantes. Constater la reprise d'une telle activité me réconfortait. Le paiement des pensions était annoncé avec une grande partie des chemins de fer et la funiculaire fonctionnait de nouveau. La circulation des piétons et des autos était toujours restreinte, mais améliorée. Il poste le téléphone et les télégrammes étaient rétablis. Et puis l'offre parlait. Mon mari détournait plus les yeux. Bien au contraire, son regard se plantait maintenant dans le mien avec férocité. Lorsqu'il me rejoignait une fois, les enfants endormis, comme s'ils partaient aussitôt, comme s'ils n'étaient pas en quête d'amour, mais de revanche. Et au fond, cela n'était bien égal. Il avait retrouvé le chemin de mon cœur, et si se débarrasser des scories de l'humanité nécessitèrent qu'il se comporte en tant un animal, tout homme but, le cœur allégé et vibrant, je savais trouver avantage. Le plus préoccupant était encore le sort de Louis, dont nous étions toujours sans nouvelles. Leur commandature acceptait d'examiner les demandes de libération, mais seulement pour ceux de la campagne et les gens du métier employés par la ville. Ainsi, Joffre, s'il avait été prisonnier, aurait été concerné, mais nous n'avions aucun espoir pour Louis. J'avais accompagné Muguette à la Croix-Rouge, à la réouverture des bureaux. Sans succès, personne n'avait pu obtenir d'informations sur le lieu où il se trouvait. C'était à se demander s'il était encore en vie. Je me sentais coupable d'être aussi bien loti
quand la famille de ma sœur continuait d'être si bancale. Une muette et un porté disparu. Pour adoucir sa peine, je lui portais désormais chaque soir une partie de notre dîner. Je trouvais Joseph occupé à lire le journal et à commencer à haute voix les informations à sa mère, qui ne l'écoutait pas. Perdue dans ses pensées, postée à sa fenêtre, comme si elle attendait à voir Louis apparaître au coin de la rue. Elle se retournait, secouait la tête d'un air las. Elle n'approuvait pas mon geste, qui lui apparaissait comme une manière de la juger et de lui rappeler que j'étais l'aînée, la seconde mère. Et c'est vrai qu'autrefois, je soulignais fréquemment ce manque d'organisation. Son repas préparé à la vie va vite. Mais aujourd'hui, cela n'effleurait pas mon esprit. Je voulais seulement l'aider à reprendre des forces. Le toit de son immeuble n'était toujours pas réparé et l'humidité progressait inexorablement, rangeant la peinture des murs et gagnant ses poumons. Depuis notre retour d'Exode, elle souffrait de quintes et de toux effrayantes. S'arrêtant au beau milieu d'un mouvement, se tenant les côtes, le souffle coupé, donnant l'expression qu'elle allait tomber et mourir sur le champ, si bien que la nuit je faisais d'horribles cauchemars, où se mélangeait son visage en sangle et celui de notre mère. Je me suis réveillé en sursaut, démuni. Mais que pouvais-je faire puisqu'elle refusait de voir un médecin? Et quand bien sûr elle aurait accepté les rares consultations, était prise d'assaut. Encore plus depuis que cette vermine de Bosch avait réquisitionné l'hospice général, obligeant à évacuer des malheureux par dizaines. Pauvre vrai, nous étions quantité négligeable. Chaque soir, déballant mon pot de soupe, je suppliais Muguette de revenir chez nous. Je faisais valoir que Marline, à son tour, commençait à tousser. Alors que nous étions en plein mois d'août et que le soleil brillait, la plupart du temps, mais ma sœur ne semblait pas s'en inquiéter. Elle s'entêtait dans son refus, et c'est ce que me préoccupait le plus. Ma sœur, si proche de ses enfants, si prompte à s'effacer dans leur intérêt, semblait presque s'en détacher. Elle ne prenait plus plaisir à coiffer ou à habiller sa fille. C'était Joseph qui nouait les cheveux de sa sœur avec explication en lui tendant un manteau avant de quitter l'appartement, et la pile de livres à côté du fauteuil était couverte de poussière. Elle ne lisait plus. Je désespérais de la raisonner. Lorsque enfin son arrivée, les nouvelles sans espérer de Louis. Nouvelle était un bien grand mot. C'était à vrai dire un simple avis de capture. Une carte frappée du cachet de la Kriegsdienstpost. On pouvait y lire typographié. Je suis prisonnier de guerre et en bonne santé. Dans une prochaine lettre, je vous ferai part de mon adresse. Inutile d'écrire avant la réception de la nouvelle lettre. Mon affectueux souvenir, les noms, prénoms, degrés militaires et régiments de Louis avaient été portés à la main par un autre que lui. Son écriture maladroite aurait été facilement reconnaissable, et la carte n'était pas signée. Les termes étaient impersonnels et froids. L'essentiel de l'information déjà connue depuis longtemps, mais cela suffisait à ma sœur. Elle avait seulement besoin de cela, un signal, et en un instant, je l'ai vue se redresser, les joues rosies, comme une plante assoiffée dont on arrose à nouveau. Les racines non seulement, elle met Joseph. Mon neveu était un gentil garçon, trop sensible selon moi, et il avait été lourdement affecté par les variations d'humeur de sa mère et l'absence de son père. Lucie avait été le premier à le déceler,
lorsqu'il avait quasiment cessé ses bons mots, lui qui plaisantait à tout propos. Soit qu'il ait l'humeur joyeuse et compte la partager, soit qu'il veuille réconforter l'un ou l'autre, ou encore qu'il entende désamorcer un conflit ou une dispute naissante. Dieu sait que cette manie m'agaçait autrefois, mais dernièrement, elle nous avait fait défaut. Nous aurions eu bien besoin de son humour, et surtout, ce changement indiquait l'étendue de pessimisme qui rangeait notre famille. Or, à l'instant, alors que sa mère fébrile commentait ses intentions, envoyer des colis, écrire chaque semaine dès que l'on saurait où envoyer les lettres, et concluèrent que la collaboration ne passerait peut-être pas si mal, puisque enfin on semblait prendre soin d'informer les familles. Mon neveu avait glissé à Lucie suffisamment fort pour que je l'entende. La collaboration cousine, tu sais de quoi il s'agit? Donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure. Cela me semblerait peut-être qu'un bon mot attrapé au vol dans les rues de la ville. Mais cela signifiait bien plus. Cela signifiait que toute notre famille se rétablissait. Peu de temps après, le printemps a rappelé Muguette à son poste. Le travail reprenait. La ville poursuivait sa restructuration. Joffre cuisinait, nous donnait ses ordres, continuait à me rejoindre dans la nuit avec la même sauvagerie, et à retrouver Thurio le dimanche tandis que je me promenais avec les enfants. Le rationnement s'accentuait, mais c'était encore supportable. Il fallait tenir. Cette guerre se résoudrait d'une manière ou d'une autre, par l'invasion de l'Angleterre, si l'on en croyait les rumeurs, ou par l'entrée en jeu des forces immenses. Promise par le général, je m'expliquais pas pour ma part à conserver espoir en des jours meilleurs. Nous préparions la rentrée Siran avec soin les bureaux des professeurs, pressés d'attendre de nouveau les rires aigus des fillettes et les gronderies de leur institutrice. Lorsque la mairie a envoyé l'adjoint nous annoncer l'affreuse nouvelle, l'école était réquisitionnée par les Allemands. Il n'y aurait pas de rentrée des classes, rue du docteur Fauvel. Les écoliers, parmi lesquels notre propre fils serait envoyé dans un autre établissement. Et encore fallait-il trouver lequel. Rien n'était arrêté. Quant à nous, les concierges, nous serions affectés à l'entretien de l'occupation. Pour commencer, nous avons pour consigne de débarrasser les salles de classe où seraient aménagés les dortoirs. Joffre devrait veiller à faire chauffer de l'eau en grande quantité dans les buanderies. Les boches y feraient leur toilette et y laveraient leurs vêtements. Dès leur arrivée, il faudrait demeurer à leur disposition en cas de besoin, répondre à chacune de leurs demandes. Et comme l'avait précisé l'adjoint, n'oubliez jamais que la force primaire, la loi. Joffre se mordait les lèvres, l'œil fixe, derrière l'adjoint. Jean et Lucie écoutaient abasourdis. Ce que l'on m'avait prédit le jour où j'avais quitté le printemps, contre toute attente, survenait maintenant. Nous étions devenus des bonnies, celles de nos ennemis.